tous et bienvenue dans l'invité d'économie sur France 24. Une semaine après le tsunami au Japon, il est encore difficile d'évaluer le bilan exact de la catastrophe. 1,5 million de bâtiments sont privés d'eau potable et plus de 600 000 foyers d'électricité. L'impact du séisme sur l'économie japonaise pourrait être beaucoup plus lourd que celui de Kobe de 1995 qui avait coûté 100 milliards de dollars au pays, soit 2% de ce PIB. Pour en parler, j'accueille deux invités. Patrick Lagadec, directeur de recherche à l'école polytechnique, spécialiste de la gestion du risque, et Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors Patrick Lagadec, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes spécialiste de la gestion du risque. Alors ce séisme suivi d'un tsunami plus d'une catastrophe nucléaire, ça s'est passé tout de même au Japon, un pays qui est habitué au séisme, et on a l'impression que les Japonais ont véritablement été pris de court. Oui, je dirais, globalement, dans tous les pays du monde, nos approches du risque et nos approches des crises sont quelque part mono-objets. On a soit un séisme, soit un tsunami, soit un problème nucléaire, mais c'est pas du tout dans nos cultures de considérer que les trois pourraient aller ensemble et qu'il faudrait faire, par exemple, un traitement d'accident nucléaire dans un théâtre d'opération totalement déstabilisé ou un traitement post-séisme dans un terrain nucléaire. C'est pas du tout. Et donc, la première chose que l'on observe en général quand c'est ceci, et on l'a vu sur Katrina, par exemple, aux États-Unis, c'est pareil, ou chez nous en Europe avec le volcan, c'est une certaine sidération, ça met beaucoup de temps et le temps de se reprendre. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça va à très très haute vitesse, ce genre de crise. Il n'y a pas de stress test de 3 risques en fait combinés. Nos stress tests, en général, c'est pour valider la capacité à tenir les scénarios habituels. C'est déjà absolument indispensable, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les horizons sont tout à fait différents. Patrice Geoffron, comment évaluez-vous aujourd'hui l'impact donc de ce séisme, tsunami et catastrophe nucléaire sur l'ensemble de la filière industrielle et sur l'économie en général japonaise et mondiale ? Alors, les économistes ont un peu de mal à s'exprimer aujourd'hui, notamment parce que tous les yeux sont tournés sur le Japon et sur la dimension humaine du drame qui est en train de se dénouer, et espérons-le. Donc, soyons dans ce domaine un peu prudents. 2-3 éléments néanmoins. À l'évidence, vous l'avez dit en introduction, ça coûtera plus cher que Kobe et probablement beaucoup plus cher. Notamment parce que beaucoup plus d'infrastructures... Déjà 100 milliards de dollars, enfin, c'était une évaluation à l'époque. Qui coûtait 100 milliards. Donc là, on a un double effet qui est lié à la combinaison mécanique de ce tremblement de terre en mer et puis par ailleurs du tsunami. Donc il y a une surface bien plus importante, même si elle est moins dense industriellement, qui a été touchée. Et puis par ailleurs, il y a cette question nucléaire qui pourrait rapidement, dès lors que le problème sera solutionné, espérons-le, mais conduire à remettre en question au Japon la place du nucléaire. Quand on voit que cette question se pose en Allemagne, qu'elle se pose par ailleurs en Suisse et dans toute une série de pays, on ne voit pas comment les Japonais ne devraient pas se la poser elles-mêmes. Et aujourd'hui, le nucléaire, c'est à peu près 30% de l'électricité au Japon. Si une partie de ces centrales était fermée, était déclassée, ça conduirait à toute une série de perturbations dans l'économie japonaise, à une augmentation des coûts dans pas mal de domaines, notamment de par la nécessité de s'approvisionner en pétrole, en charbon, en gaz, etc., avec des coûts induits qu'il est naturellement difficile de chiffrer aujourd'hui. Difficile de substituer aussi au nucléaire. On y reviendra. Patrick Lagadec, justement, sur cette gestion de cette catastrophe nucléaire au Japon, que pensez-vous de la réaction des autorités japonaises ? Ont-elles sous-estimé la catastrophe ? Que pensez-vous de la façon dont elles communiquent et la façon dont finalement le Japon prend en considération toute cette catastrophe? On sait qu'ils ont fait appel à l'armée américaine pour les aider, à Areva également, enfin un ensemble de sociétés européennes pour les aider. Qu'en pensez-vous? C'est trop tôt, on n'a pas le retour d'expérience. 2, comme je le disais, l'hypothèse, c'est qu'on est quand même totalement surpris par une affaire pareille. Ce qu'on a pu voir en écoutant les sorties de la boîte noire quand on n'a pas accès directement, c'est une très grande lenteur d'information, apparemment. Des compréhensions assez étranges. En France, on n'a pas arrêté de dire niveau 4, niveau 4, niveau 4 pendant des jours, tout en ajoutant, oui, on n'a pas en plus les informations. Donc, quelque chose de très perturbant en termes, est-ce que c'est vraiment bien piloté? Alors, on nous a dit oui, parce qu'ils n'ont pas le temps pour nous informer, mais sur des enjeux aussi lourds, on devrait avoir la capacité à informer les uns et les autres. Et on a vu tout d'un coup, il y a quelques jours... Donc, il y a la sous-information, vous dites? Oui, et pour moi, c'est pas seulement une question d'information, de communication. C'est juste que le système, lui, n'est pas prévu pour avoir ces liens internationaux qu'il faut avoir sur ce genre d'événement à ce niveau de gravité. Et donc, on a vu, je voyais aussi bien CNN que la presse finlandaise commencer à dire, mais attendez, mais il y a un problème d'information qui est fondamental. Et puis, est-ce qu'il y aurait un problème de compétence?
Et là, on voit les choses qui se mettent en place sur... attendez, on était prêt à ce genre de choses, vous êtes capable de, etc. Donc c'est les questions qui commençaient à se poser. Peut-être que les jours qui viennent vont démentir, mais pour le moment, il y a un certain malaise et qui est ressenti par les uns et les autres. Patrice Geoffron, je reviens justement sur la filière du nucléaire dont vous parliez. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un coup d'arrêt des investissements dans le nucléaire, dans le monde, donc pas seulement au Japon? Vous aviez l'air de dire qu'au Japon, il y aura un frein. On sait qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, a demandé la fermeture d'un certain nombre de centrales, qu'en France, Nicolas Sarkozy a demandé à ce qu'on évalue la sûreté des différentes centrales. De toute évidence, tout le monde a besoin de réfléchir et dans des circonstances aussi extraordinaires, c'est bien le moins. On peut avoir à la fois, comme en France, finalement une sécurité nucléaire qui n'a pas été mise en défaut, en tout cas pour des accidents majeurs depuis la création de ce parc, et avoir une urgence à s'interroger. Et donc de ce point de vue, l'audit qui est programmé en France et puis la question des stress tests qui a été également abordée au niveau européen me semble être des mesures de politique qui relèvent d'un grand bon sens en démocratie. Et qu'est-ce que ça signifie sur le secteur lui-même ? Alors sur le secteur, au stade où on en est, on peut envisager des choses finalement assez contradictoires et paradoxales. Ce qui semble à peu près évident, c'est que des États, on ne voit pas très bien lesquels, mais vont annuler des décisions de retour nucléaire ou d'extension de leur parc nucléaire. Maintenant, d'un autre côté, on pourrait aussi imaginer un scénario dans lequel les États qui maintiennent, qui confirment leur souhait d'avoir une partie dans une stratégie de production d'énergie décarbonée, d'avoir une partie de nucléaire et des exigences de sécurité qui soient plus élevées. Et donc de ce point de vue, ça puisse éventuellement profiter, par exemple, à un réacteur comme le PR d'Areva qui semble être assez exigeant de ce point de vue. On peut aussi anticiper, précisément parce que tous les États vont faire des audits et des stress tests, que les exigences de sécurité pour le parc en place soient rehaussées et que de ce point de vue, une demande d'accompagnement, de services, de nouveaux investissements sur les parcs en cours conduisent finalement à exercer une demande vers cette filière. Patrick Lagadec, vous pensez qu'il va y avoir justement plus d'investissements dans les énergies renouvelables, qu'on va essayer de substituer une énergie à l'autre ? Je pense qu'on est parti pour, je reprendrai vos termes, non pas de bétonner autour du nucléaire sur le mode il y a ça et vous n'avez rien à dire parce que de toute façon il n'y a pas le choix. On est parti vers des perspectives de nouvelles alliances autour de l'énergie, du développement. Il faudra bien ouvrir ce débat et le prendre en charge. Globalement, ça va entraîner en tout cas un débat et un changement d'approche peut-être de la politique énergétique ? Le 21e siècle, c'est celui de l'empowerment des populations. Donc de toute façon, il y aura le mot à dire. Et donc quiconque... Qu'est-ce que vous voulez dire par empowerment des populations ? C'est qu'ils ont leur mot à dire. Les citoyens auront leur mot à dire et aller contre une opinion publique sur le mode il y a une nécessité technique, il n'y a pas de discussion possible. Mais là, l'opinion publique était plutôt favorable au nucléaire, depuis qu'on sait que cette énergie ne crée pas de CO2, justement. C'est une énergie propre. Nous sommes sur un terrain, je pense, on l'a dit, totalement ouvert. Il y aura d'énormes surprises, des paradoxes, des contradictions. Ça peut venir du bas, ça peut venir du haut, ça peut venir d'à côté. Donc il faut être ouvert à ça. Et donc la plus grande urgence aujourd'hui sur ce terrain-là, comme sur d'autres terrains de risque, c'est d'être ouvert à l'inconnu, d'être préparé à de très grandes surprises, d'être capable de les encaisser, de rester créatif et en commun avec des gens, avec la société, sur ces nouvelles horizons du risque. Et ça, c'est très très important. Sinon, on va... Ça veut dire apprendre à mieux improviser, apprendre à mieux encaisser quelque part le risque à court terme. Dans des sociétés globalisées, en interconnexion généralisée, à flux tendu extrême, nous allons avoir structurellement des grandes surprises tous azimuts, à commencer par en économie. Et donc, ou bien on se reformalise d'autres paradigmes pour traiter ça, non plus des risques individualisés, moyennés, bien assurés, totalement connus. C'est le siècle dernier. Aujourd'hui, on est sur d'autres registres. Pour le moment, on n'a pas cette culture. On n'a pas tellement envie de l'acquérir. Il est vraiment urgent d'aller sur ce terrain, mais de manière volontaire. C'est le signal que donne cette catastrophe au Japon. Dernière question, Patrice Geoffron, sur le yen. Il s'est beaucoup renforcé ces derniers jours, et rapatriement des capitaux. Il y a eu donc une décision des pays du G7 de faire en sorte que les banques centrales interviennent de manière coordonnée et concertée sur la monnaie. Que pensez-vous de cette action concertée et va-t-elle suffire justement à faire baisser le yen, puisqu'on sait que un yen fort, ça veut dire moins d'exportation japonaise, donc ça va nuire à l'économie japonaise? Alors,
Là aussi, trop tôt et pour répondre très vite, pour l'instant, ce qu'on observe pour expliquer les mouvements sur le yen, ce sont des anticipations de rapatriement de capitaux plutôt que des rapatriements de capitaux. Et de ce point de vue que le G7 ait été aussi réactif, c'est un des apprentissages de la crise récente, donc une adaptation dans une situation de crise qui va plutôt dans le bon sens. On peut craindre que ce soit insuffisant lorsque les vrais rapatriements de capitaux interviendront et que notamment ça ait un impact à la baisse sur le dollar et donc relativement à l'augmentation de l'euro et que ce soit une pression supplémentaire sur la zone euro et sur les maillons les plus faibles de la zone euro. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation à la fois global et également pour les Européens. Pensez-vous qu'on va assister à une reprise comme ce fut le cas après le tremblement de terre de Kobe en 95? Le Japon finalement a reconstruit et du coup il y a eu une reprise. Est-ce qu'on est un peu dans le même type de scénario? La reprise japonaise elle a été très très courte. Par ailleurs, l'environnement international était singulièrement plus florissant que ça n'est le cas à l'heure actuelle. La planète entière est convalescente et même la reprise des émergents pourrait ne pas résister à ce type de choc. Donc le Japon n'a pas la main sur l'ensemble des paramètres. On peut observer que ça n'avait d'ailleurs pas été suffisant au moment à l'issue du cataclysme de Kobe. La situation est encore singulièrement plus compliquée. On est plus pessimiste aujourd'hui qu'on ne pouvait l'être en 95. Alors si on veut avoir des motifs d'optimisme, on peut aussi souligner que nous sommes collectivement plus aguerris pour faire face à des situations de crise parce que nous sortons d'une grande crise globale et c'est un élément qui n'était pas dans le paysage dans les années 80. Le G7, bon, une lueur d'espoir. Alors merci à tous les deux, merci Patrice Geoffron et merci à vous Patrick Lagadec. C'est la fin de l'invité de l'économie, restez avec nous sur France 24. L'exécution de Ben Laden et